Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo partie 13 et il s'est passé beaucoup trop de choses pour que je décrive ça en 2 mots, donc on perd pas plus de temps, on fait le point tout de suite. Deux disclaimers moyennement intéressants avant de commencer. Le premier, j'ai des travaux dans ma rue, un plaisir. Je ne sais pas si vous allez les entendre pendant cet audio, mais si c'est le cas, je m'en excuse. Et deuxième disclaimer, ça va être long aujourd'hui. Je préfère vous prévenir, donc soyez prêts à engranger de l'information. Je n'ai pas vraiment de mots pour décrire ce qui vient de se passer pendant ces quelques pages. Très honnêtement, je m'attendais à un chapitre un peu tranquille avec Takaba avant de reprendre les choses sérieuses. Mais non, à chaque fois qu'on pense pouvoir respirer un peu, Akutami nous sort un truc de l'espace qui fait monter encore un peu plus la hype, si tant est que cet arc déjà plutôt très bien parti en ait besoin. Résumé tout de suite, je vous reprends ensuite pour l'analyse. Le chapitre s'ouvre sur la fin de notre ami Lazy qui nous révèle, après avoir laissé planer le doute, être un exorciste du passé. Megumi tente de lui soutirer des informations sur Tengen puisqu'il a développé sa propre théorie selon laquelle Tengen pourrait les avoir menés en bateau depuis le début en nouant une alliance avec Kenjaku. J'insiste sur le conditionnel puisque Megumi en est à l'heure actuelle à des suppositions. Comme dernière réaction, Lazy ordonne à Kogane de donner ses 41 points à Megumi, et juste avant de mourir, dit ses derniers mots, ouvrez les guillemets, je vais citer. J'espère que maintenant tu vas avoir ma mort sur la conscience, qu'à cause de ça tu vas devenir le jouet du destin, et que tu mourras comme un bouffon. Phrase évidemment lourde de sens, sur laquelle on reviendra plus tard. Lazy meurt et Megumi gagne donc 5 points en plus. Pendant ce temps, Takaba et Azenoki continuent de se battre. Azenoki ne comprend pas la situation. Takaba aurait selon lui, dû mourir déjà au moins 5 fois et il se questionne sur sa technique, ce dernier n'utilisant visiblement pas de technique d'inversion pour se soigner. Kogane intervient alors et annonce la mort de Lazy. Azenoki renonce au combat. Takaba en profite pour lui grappiller quelques points, mais son compteur restera à 0. Et ensuite, petite case pour nous révéler donc le nom de sa technique, comédienne, qui rend réel tout ce que l'artiste trouve drôle. Et attention, c'est pas fini, puisque cette technique serait également efficace contre Gojo et son pouvoir de l'infini. Tout un programme. Changement de personnage à nouveau, on passe à Rémi qui court dans une ruelle et qui nous expose un peu sa vision de la relation homme-femme. On reparlera de cette métaphore du loup évidemment. Et juste après, le chien de Jade apparaît devant elle pour l'attaquer. On a alors une vision de Tsumiki qui demande à Megumi de ne pas faire ça. Et le chien de Jade disparaît alors. Megumi tombe juste après dans les vapes, non sans exprimer sa frustration envers sa sœur, avant que l'ange Anna ne se montre devant lui. On bouge de colonie pour aller dans celle du Sendai et on a un détail dans la temporalité de cette scène qui est très importante, j'en parle un peu plus loin. Et on nous présente les 5 acteurs de cette arène qui semblent tous être très puissants puisque leur nombre de points se montre à minimum 50 sans avoir noué aucune alliance. Pareil, je vous détaille ça dans la seconde partie. Et là, c'est l'apparition du personnage que personne n'attendait, le retour de Yuta, redevenu exorciste de classe S, qui bute dans un coin de rue un participant à 91 points introduit 2 pages plus tôt. Le narrateur nous rappelle alors sa place de second exorciste le plus puissant juste après Gojo, et le chapitre se termine là-dessus. J'en ai fini avec le résumé, déjà très long, on passe à l'analyse. Alors, énormément d'infos cette semaine, avec un chapitre de transition qui pose les bases de ce que va sûrement être le manga dans les prochaines semaines. On va essayer de structurer le propos, et je vous propose pour ça, pour plus de clarté, bon, ça va faire un peu côté disserte de 3e, je sais bien, mais de prendre les événements dans l'ordre chronologique du chapitre. Et voilà, les commenter et tenter d'analyser ce qui est analysé au fur et à mesure. Lazy déjà pour commencer. Bon sang, quel personnage vraiment jusqu'au bout, je me répète depuis 3 semaines, mais il est incroyable. En plus d'avoir vraiment poussé Megumi dans ses ultimes retranchements physiques et psychologiques, il va lui lancer une ultime attaque. Et j'en viens là où je voulais en venir, c'est que oui, il lui fait peut-être cadeau de ses 41 points, mais il lui offre aussi en prime une petite malédiction avec ses derniers mots. Je vous refais pas la chanson, c'est quelque chose qui est omniprésent dans le manga. Les derniers mots des personnages qui vont pour mourir ont un impact sur le futur de ceux qui les entendent. Dans la liste des maudits, on a Yuji, maudit par son grand-père, qui lui dit d'aider un maximum de gens avec sa force. Maki, maudite par sa sœur Mai, qui lui dit de tout détruire. Gakuganji par Yaga, etc. Vraiment, pour un personnage qui, à l'échelle du manga, est apparu très peu de temps, finalement, il a un impact de dingue sur ce qui est quand même un des personnages principaux de l'œuvre. On va revenir sur le choix des formules employées par Lazy. J'espère que tu vas avoir ma mort sur la conscience. Megumi fait ce qu'il a à faire pour sauver sa sœur. J'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, il est résolu à tuer pour ça s'il le faut.
Néanmoins, ce n'est pas un meurtrier. Donc il va bien arriver à un moment, je ne sais pas quand exactement, mais où la culpabilité d'avoir tué ses semblables, même si c'était nécessaire, refera surface. Alors peut-être pas au point de se torturer comme Yuji peut le faire, parce que Megumi est un taiseux, au contraire de Yuji qui est plutôt très volubile, mais à un moment, il sera bien question de faire face à la portée de ses actes, et là, j'ai peur que ça fasse complètement vriller Megumi. On connaît son côté un peu psycho, il a les gènes Zenin en lui, et j'ai l'impression de le voir perdre pied malgré tout, sombrer petit à petit depuis un moment maintenant. Un parfait exemple dans ce chapitre où il était prêt à tuer froidement une Rémi complètement sans défense, alors même qu'il l'avait sauvée plusieurs fois avant ça. On continue avec la suite de la phrase, et qu'à cause de ça, tu vas devenir le jouet du destin et que tu mourras comme un bouffon. Et là, c'est assez drôle, encore une fois, parce que Megumi, pour moi, est déjà un jouet, celui de Sukuna. Il joue avec lui depuis le début, l'exemple parfait encore une fois, quand il se bat contre lui juste après l'épisode de la prison. Sukuna aurait pu tout simplement le buter, mais c'est juste que ça l'amusait à ce moment-là de se battre contre lui, avant de se rendre compte qu'il pourrait aussi lui être utile. Et du coup maintenant, faisant partie intégrante de son plan, Megumi reste toujours son jouet, qu'il utilisera quand il en aura besoin. Et je trouve ça un peu triste et un peu rageant à la fois, même si c'est un tour de force de la part d'Akutami en termes de narration, de les voir se battre, les deux, Yuji et Megumi, alors que d'autres semblent avoir tracé leur destin pour eux. Mais c'est une des questions majeures de l'œuvre, de savoir si on peut aller contre sa destinée ou pas. En tout cas, l'état psychologique dans lequel se trouve être Megumi, plus cette malédiction, plus l'image du sang qu'on voit couler quand Lazy dit ses derniers mots, non, moi je nourris quand même quelques inquiétudes à son égard pour le futur. On continue avec Takaba, donc, qui nous livre enfin le secret de sa technique. Alors, pas cool de la part du mangaka de nous avoir menés en bateau comme ça. Sur une petite phrase, nous sur la fin de Shibuya, on est parti sur des théories de ratio à la Nanami, alors que ça n'a aucun rapport, puisqu'il peut donc faire plier la réalité à sa volonté, pour peu qu'il trouve ça drôle. Et comme je le disais dans le résumé, ce pouvoir est aussi capable d'affecter Gojo. Et moi, cette technique, elle m'a fait fort penser au pouvoir d'Arthur dans Fire Force. Alors, c'est pas un podcast sur Fire Force, donc je vais pas m'étaler, mais bon, déjà, je le dis en passant, lisez Fire Force. Mais ceux qui connaissent le manga savent que ce personnage peut influer de par son imagination sur le réel, et que ça peut être complètement cheaté comme technique. Bon, je ne vais pas encore une fois rentrer plus dans les théories, puisque de toute façon, n'étant pas au courant de son propre pouvoir, je ne sais pas même si on le verra l'utiliser un jour, mais c'est une technique que je trouve vraiment digne d'intérêt et qui, pour le coup, colle parfaitement à la personnalité de Takaba. Rémi maintenant, cette chère Rémi que j'aime bien. Désolé, j'ai toujours une petite tendresse pour les personnages faibles. Vraiment, elle me touche, c'est la victime collatérale de la traque par excellence. Donc, gros parallèle, grosse métaphore ici, Rémi compare les hommes à des loups qui feraient tout pour elle, tellement qu'elle n'aurait plus à se soucier de rien, et elle est persuadée qu'il y aura toujours un homme pour la protéger. Mais si les loups ont bien cette image dans la symbolique de protection, ils sont aussi et surtout des prédateurs. Et encore une fois, dans la symbolique, c'est pas pour rien que Megumi envoie son chien de Jade pour la tuer avant de se faire arrêter par sa sœur. Théorie maintenant les amis, et là je vais m'attarder sur la case où Rémi est dans le canapé avec son mec. Et y est cette image en tête. On sait que Kenjaku, dans la préparation de la traque et en vue de la réincarnation d'exorcistes du passé, avait préparé, entre guillemets, un certain nombre de corps, de réceptacles, un peu à l'image de Yuji. Et regardez bien la physionomie du petit copain de Rémi. Est-ce que ce corps fin, ses cheveux un peu mi-longs, a priori clairs, ne vous font pas penser à quelqu'un ? Oui, moi il me fait fort penser à Lazy. J'ai pour appuyer cette théorie le fait qu'on apprend en début de chapitre que Lazy est donc un exorciste du passé. Donc pour moi, Lazy s'est réincarné dans le corps du petit ami de Rémi, ce qui expliquerait pourquoi, même après le début de la traque et le fait qu'il la traite extrêmement mal, elle reste accrochée autant à lui. Rappelez-vous, elle disait même qu'il l'aimait, etc. Donc voilà, dites-moi si ça vous paraît cohérent. En tout cas, elle peut dire merci à Tsumiki, elle passe pas loin de la correctionnelle cette fois-ci. On passe à l'ange, Anna, apparition très très mystérieuse. Elle arrive au moment où Megumi tombe dans les pommes. On va juste faire une petite analyse d'image puisqu'elle ne dit rien, donc on va se contenter d'interpréter ce qu'on voit. Et déjà dans le dessin, on note un style très pur, très propre, un peu le style de dessin qu'utilise Akutami pour représenter l'innocence, comme dans le chapitre où le client d'Iguruma clame son innocence, justement, ou quand Yuji porte la responsabilité de ses crimes à Shibuya. Vous voyez, on a cette espèce de pureté dans le regard servi par un trait très net, où il n'y a aucune fioriture. Vous voyez, où il ne fait pas du tout de hachure comme il peut le faire d'habitude, notamment dans les scènes de combat d'ailleurs. Dans l'imagerie, tout est fait pour que le lecteur soit mis en confiance devant cette scène. Déjà l'ange, c'est vraiment le symbole de l'innocence, de la protection, de la bienveillance. Ensuite les plumes, la voilà qui volette autour de Megumi.
On essaye de nous faire croire qu'il n'y a aucun danger dans cette scène. Mais on connaît aussi les anges déchus. Lucifer est un ange déchu. Donc, dans la mesure où on ne sait encore rien de ses intentions, je reste sur mes gardes. Changement de colonie maintenant, et oh mon dieu, cette review est interminable. J'espère que ça va et que je ne vous ai pas complètement perdu. Et c'est là où on va parler de temporalité, c'est ce que je disais dans le résumé, parce qu'on a une information importante. Quand on rentre dans la colonie du Sendai, on est le 12 novembre à 11h28. Donc, tout ce qu'on va voir à partir de maintenant se passe avant tous les derniers chapitres qu'on vient de lire, principalement avant les combats de Yuji et Megumi, puisqu'ils rentrent dans la colonie de Tokyo plus tard dans la même journée. Ça peut sembler être un détail, mais du coup, à ce moment-là, tout ce qu'il faut comprendre, c'est le plus important en tout cas, c'est que la règle du transfert des points n'existe pas, puisque le combat Yuji-Higuruma n'a pas encore eu lieu. Voilà, c'est une précision qu'il me semblait être importante de faire. Revue de détail des méchants. Je reviendrai pas sur le premier, puisque vous avez lu le chapitre, ça se finit mal pour lui, donc on va sauter directement à Ryu Ishigori, 77 points, grosse énergie occulte et surtout un design à faire frémir Togashi, puisque c'est la coupe de Knuckles, là, avec la banane et la veste de Chrollo. Ensuite, on a Takako Uro, 70 points, celle qui m'intrigue le plus, parce que manipuler le ciel, c'est quand même vachement la classe, et que des vilains femmes, il y en a pas tant que ça dans ce manga. Et ensuite, l'espèce de cafard dégueulasse, là, quelle horreur, je reviens pas dessus. Bref, tout pour nous faire comprendre que ça rigole pas dans cette arène. On a des ennemis autrement plus puissants qu'à Tokyo, et si on s'arrête un peu sur les chiffres, on peut voir que pour l'Akdawala, le premier, Ishigori et le cafard, leur nombre de points ne peut être divisible par 5. Donc ça veut dire qu'ils ont forcément tué des non-exorcistes. Ce qui peut déjà donner une idée de leur état d'esprit, contrairement à Uro, donc celle qui manipule le ciel, qui avec ses 70 points, divisibles par 5, a encore le bénéfice du doute de savoir si elle est vraiment méchante ou pas. Et Yuta, bien évidemment, et ses 35 points, qui n'a sans surprise abattu aucun humain lambda. Évidemment, grosse hype sur le retour de Yuta. On a tous très hâte de le voir faire le ménage dans cette colonie. En plus, je trouve ça hyper malin de nous le réintroduire maintenant, quand on sait que le film du tome 0, où il est central, bien entendu, est sorti au Japon il n'y a pas si longtemps que ça et qui va commencer gentiment à arriver chez nous. Ça ne fait que renforcer la hype autour de ce personnage. Je sais pas si c'est fait exprès de la part d'Akutami, mais c'est très très bon en termes de timing. J'en ai fini pour l'analyse, enfin, bien que très longue, cette review était hyper cool à faire. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vraiment ça m'intéresse beaucoup. Considérez l'abonnement ou le pouce, c'est toujours appréciable. Prochain chapitre le 6 février à 16h sur Manga Plus, le 7 février pour la review à 17h30 sur la chaîne. En attendant, prends soin de toi, lis des mangas, regarde des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi je te dis à la prochaine.